On est dans le 19e siècle de l'autopsie. On n'est plus dans le juridique là aujourd'hui. L'affaire a été jugée, on est quasiment dans l'historique. Et ce qui est effrayant dans ce dossier, c'est que la mort a engendré la mort. Toute notre génération, on a grandi avec la photo du petit Grégory. C'est une famille compliquée. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Elle est une affaire non pas de petits juges, mais de petits nombrils de juges. Alors, que va dire cet expert? Il a désigné comme étant sûr celui qui avait écrit la lettre du corbeau, une personne dont je tairai le nom et qui a failli être inculpée. N'importe quoi. Le juge alors choisit un autre expert parce qu'il faut que cette lettre parle. Les gendarmes ont désigné d'autres experts comme étant encore une infraction. On va confier l'expertise à un autre expert. Madame Jacquin Keller est à l'époque le numéro 1 en France de l'expertise en écriture. C'est le juge d'instruction qui nous a demandé de travailler avec elle parce qu'elle est connue. Celui-là, il est choisi par le juge Lambert. Donc c'est un expert de renommée européenne, de renommée internationale. Elle travaille, elle examine, elle mesure. La lettre de revendication est bien de la même main que les lettres précédentes qui ont été écrites au cours de l'année 83, c'est-à-dire 16 à 18 mois plus tôt, et qui ont été adressées à la famille Villemain. Elle a demandé à beaucoup de monde des écrits spontanés. Pour ce qui concerne les témoins, nous procédons de manière systématique à des dictées, en plus de leur audition, qui est rapportée sur procès-verbal. Pour les hommes, nous enregistrons également leur voix, afin d'avoir des éléments de comparaison par rapport à des cassettes qui nous ont été données par la famille, où la voix du corbeau a été enregistrée par quelques-uns. Elle a fait faire 279 dictées. Et un jour, elle nous rappelle en nous disant « Oh là, vous nous avez envoyé des dictées, ça m'intéresse. Pour moi, cette écriture-là pourrait être celle du corbeau. » Il est archi faux, comme je le vois écrit de ci, de là, de préciser que des premières expertises ont mis en cause Bernard Laroche. Il s'agit de la dictée de Bernard Laroche. C'est un cousin, il habite au Monzé. Le juge, à ce moment-là, décide de faire une réunion. Il demande l'avis d'un deuxième expert. Donc, Mme Jacquin Keller contacte un deuxième expert qui est à Paris, Mme Berrichon-Séden. Elle est arrivée, on ne lui a montré que l'écriture de Bernard Laroche. On lui a montré la lettre du corbeau et on lui a dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Ben, ça, c'est pas une expertise sérieuse. Et nous organisons à Nancy une réunion avec ces deux experts, avec également des experts de police scientifique, de la gendarmerie, notamment le gendarme Klein de la SR de Metz, qui est également qualifié dans ce domaine de l'expertise en écriture. Ces experts confirment donc leur analyse, comme quoi cette écriture du corbeau correspond bien à celle de Bernard Laroche. Et puis, les experts ont découvert un détail accablant, un foulage. C'est l'empreinte d'une écriture, plusieurs feuilles au-dessus de la lettre écrite que l'on a entre ses mains. Et puis, comme ils ont appuyé, ça s'est incrusté dans le papier du dessous. Et qu'est-ce qu'on voit dans le mystère de ce foulage qui apparaît? On voit deux lettres. Un B et un L qui sont tout à fait rapprochables des paraphes de la signature de Bernard Laroche. Le fameux foulage, détecté soi-disant ou prétendument par un aspirant expert qui venait de se lancer dans l'expertise graphologique, Denis Klein, qui se spécialisait dans le foulage. Alors, je ne veux pas être méchante langue, mais c'était bien qu'il trouve un foulage. Les soupçons vont s'abattre comme un oiseau de proie sur Bernard Laroche, pour plusieurs raisons. D'abord parce que sa femme a un comportement qui intrigue les gendarmes. Elle demande à être entendue. Marie-Ange Laroche est allée
comme ça, quelquefois ça se passe dans les faits divers, dire oui, ça pourrait être un tel. Alors ça a un petit peu mis, intrigué certains gendarmes. Les gendarmes se demandent pourquoi, et ils ont raison, on cherche comme ça à les orienter dans une direction. Ensuite, vous savez qu'on a un portrait robot. Or, il se trouve, et ça c'est indiscutable, que le portrait robot ressemble franchement à la tête ronde, moustachue de Bernard Laroche. À ce moment-là, nous nous intéressons un petit peu plus à lui. On va découvrir chez Bernard Laroche une cassette d'une chanson « Chef, chef, un petit verre, on a soif ». Chanson entendue lors d'un appel anonyme. Mais il y a un dernier élément qui va conforter les gendarmes dans l'opinion que la piste Laroche est la bonne. En plus de tous les arguments que je viens d'évoquer, ils reçoivent l'étude des voix. L'examen des voix du corbeau. Et là, l'expert dit que ces voix correspondent à 6 personnes, pas une, on est d'accord, 6 personnes, dont, devinez qui? Alors que les 5 autres ont des alibis en béton. Évidemment, Bernard Laroche. Nous le réentendons. Ce dernier, dans son interrogatoire, a fait état d'un rendez-vous. Nous entendons les personnes qui concourent à l'élaboration de son emploi du temps le jour du 16 octobre. Or, ce rendez-vous n'a pas eu lieu. Donc, on cherche à savoir ce que faisait Bernard Laroche à ce moment-là. Tout ce qu'a dit Bernard Laroche n'a jamais été contesté. Dès lors, les gendarmes se disent, tiens, celui qui veut se construire un alibi, c'est forcément celui qui a besoin de ne pas être là au moment où le crime a pu se commettre. Et il nous dit notamment qu'à un moment, il est retourné chez sa tante Louisette. Et là, il a rencontré sa belle-sœur Muriel Boll, qui était là. Les seuls témoins à l'avoir vue sont sa tante. Elle est débile mentale et les gendarmes vont commettre l'erreur de ne pas l'interroger. Elle sera entendue plus tard et on se rendra compte que c'est un témoin qui peut témoigner. Et on va également entendre la jeune belle-sœur de Laroche qui se prénomme Muriel. Elle va jouer un rôle essentiel dans l'affaire Muriel. Donc nous entendons tout à fait logiquement Muriel Boll et là des contradictions apparaissent aussitôt. Parce que Muriel nous dit exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'elle nous dit que c'était Bernard Laroche qui était là, le premier, avant qu'elle-même n'arrive. Tous les soupçons, évidemment, se focalisent sur cet homme qui a un enfant handicapé. Bon, il avait un petit garçon, enfin son petit garçon était un petit peu malade, mais pas le dégénéré que certains ont voulu faire croire. Bon, il avait un problème, il a eu un problème qui s'est réglé d'ailleurs. Qui a été mal aimé, maltraité, et qui en quelque sorte a un peu le profil psychologique du rancunier. Bernard Laroche avait été présenté dans la presse et avait été présenté par les gendarmes comme quelqu'un d'aigri, de pauvre, qui était jaloux d'une réussite sociale de Jean-Marie Villemain. Bon, tout ça a été archi-faux. Ils avaient 2 maisons, parce qu'il avait hérité de son père qui était mort en 81, 3 voitures. Bernard Laroche était quelqu'un qui était agent de maîtrise dans son entreprise. Puis c'était un bon bougre qui vivait dans son coin. Qui était quelqu'un de tranquille, qui était placide. Il venait d'être contremaître, certes, mais il ne demandait rien à personne.